je considère qu'on a une chance folle dans l'histoire de l'humanité de faire avancer les choses. Donc, le progrès et l'innovation me font me réveiller le matin. C'est vraiment ça. J'ai aussi la chance d'être matinal, donc les idées viennent tôt et là, il faut les mettre en place, quoi. Génial. Hello! Comment vas-tu? Très bien. Super. Formidable. Ça fait plaisir de te voir. Carrément. Carrément. Et Dés- toi, ça va? Oui, oui, ça va très bien. Désolée pour les quelques minutes de retard. Ah non. Je sors d'une conférence, donc c'était... C'est bien? Oui, super. Écoute, je t'appelle de ma chambre d'hôtel à Abidjan, Oui, très bien. où nous avons assisté ces 2 derniers jours à un forum qui s'appelle le Africa SME Champions Forum. Très bien. Et donc, pendant 2 jours, nous avons parlé de PME, de comment faire croître les PME africaines, comment les transformer en champions. Nous avons eu vraiment des conversations très riches avec d'excellents panélistes de tous bords, aussi bien des entrepreneurs, des petits entrepreneurs, des gros entrepreneurs, des financiers, des institutionnels. Et donc, je suis très, très contente de ces 2 journées. C'est la 9e édition du forum et c'est toujours très concret et donc ça a un côté très, très intéressant. Excellent. Excellent. Voilà. Et maintenant, je me réjouis d'avoir cette conversation avec toi. Pareil. Pareil, Donc, pareil. je vois que les gens commencent à se joindre à nous. Je vais peut-être leur laisser encore une petite minute puisque je ne me suis pas vite connectée. Et comme ça, on va avoir un petit peu plus d'audience. Voilà. Et toi, alors, cette journée? Tu parles de PME, de Oui, SMI. oui. Intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, euh, les SMIs à travers le monde ont plus ou moins les mêmes problématiques actuellement, tu vois, de digitalisation, de convergence, euh, et, je trouve que c'est marrant, ça n'a pas toujours été le cas. Non. Je te dis ça parce que tu vois, on était en Corée il n'y a pas très longtemps, et sur tout ce qui est digitalisation des usines, par exemple, c'est exactement les mêmes enjeux pour les pouvoirs publics, je veux dire, parce que les SMI sont bien sûr en nombre fondamentaux pour créer une dynamique. C'est pas que les grands groupes qui tirent les dynamiques. Et, et pour les pouvoirs publics, c'est à peu près les mêmes enjeux à travers le monde, en fait. Tout à fait. Ouais, exactement. Ouais. Donc, non, ça devait être intéressant. Ce serait marrant, intéressant à partager une fois, tu vois. Oui. Je ne sais pas s'il existe un forum de SMI mondial, mais je pense que les problématiques sont assez proches. Je pense que les problématiques sont assez proches. C'est toujours, je dirais, le besoin de politique des pouvoirs publics pour faciliter les choses, le besoin de financement, le besoin de capital humain. Ouais. On tourne toujours autour des mêmes questions mais on sent que depuis que ce forum a démarré il y a 9 ans, qu'il y a des progressions, des avancées, parce que justement, il met ensemble dans la même salle tous ces acteurs, finalement. Ouais, carrément. Voilà. Parce que les sont là, bien sûr, dans ta conférence, là. Oui. Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr, ouais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Écoute, je crois qu'on va commencer. On va commencer soft en attendant que d'autres nous rejoignent à nouveau. Et bien entendu, on fait l'interview en français, mais je vais quand même te présenter en anglais pour nos amis anglophones qui se joignent à nous. Et puis, je traduirai, je résumerai, pas je traduirai pas, mais je résumerai en anglais tes propos. Ou si toi-même tu veux résumer, feel free. Et Donc, c'est bon enfant, hein.
Je vais commencer par t'accueillir quand même officiellement, donc te remercier au nom d'Acosphère, au nom de Gilles et de moi-même et de toute l'équipe d'avoir accepté d'être notre invité ce soir. Donc, je souhaite la bienvenue sur notre Instagram Live. Et je voudrais donc te présenter. So hello everyone. I'm welcoming Stanislas Vandier, who is a multi-entrepreneurial innovator in dermocosmetics and digital. After having had a very successful career within the L'Oréal group in different countries and in France, obviously, at the headquarters in Paris. Stan has insights into top global innovation hubs in Europe, in the US, in Asia, where he's also worked in Korea, India, Japan. He is an expert in the beauty sector and a specialist who has studied skin textures and particularly the difference with the difference among different melanin type of skin, which we will talk about more. He has also written a couple of books, it's my understanding, or published books. And he has recognized strategic analysis and marketing innovation skills. Now, I'm not going to go any further because I think the conversation will bring to you more of who Stan is and everything he has achieved. So Stan, welcome to this Instagram Live on my behalf and on behalf of all of the Acosphere team and Gilles Acogny. Alors, pour la you're welcome. You're most welcome. May I start with the questions? Go. Très bien. Alors, tu es un innovateur. Tu es quelqu'un qui a une grande expérience dans tout ce qui est la dermacosmétique. Quelle est ton histoire, Stan? Alors, c'est gentil. Vraiment doublement, triplement content de participer ce soir. Donc, merci mille fois. Beaucoup d'honneur et de joie de partager ce moment avec toi et avec Gilles par procuration et de partager le peu de voilà ce que je peux partager avec les différentes personnes. Donc très content, vraiment très content et comme on le disait tout à l'heure, on a la chance grâce à ce que vous faites de partager ça à travers le temps, à travers les continents et les cultures, donc c'est formidable. Donc merci mille fois. Alors, pour répondre à ta question de mon histoire et voir dans mon histoire ce qui peut intéresser les gens, moi je suis français, je suis né à Paris. J'aime beaucoup. Là, on vient de vivre un Paris absolument formidable pour les Jeux Olympiques. Donc, c'est une ville magique et donc très parisien. Même si, voilà, je pense que on est ancré. On est d'autant plus ancré qu'on est très ouvert et donc très parisien et j'adore. Et voyager et comprendre, m'inspirer et voir si possible nourrir d'autres cultures. Donc j'ai eu la chance après des études de commerce de plonger dans une entreprise, un grand groupe qui s'appelle L'Oréal, qui est une formidable école, une formidable famille, où je garde beaucoup d'amis. Et j'ai bossé en Allemagne avec une particularité qui est que L'Oréal en Allemagne était challenger, alors qu'aujourd'hui L'Oréal est leader. Donc c'était une phase très intéressante où on mettait, on utilise souvent le mot stratégie que tu as évoqué tout à l'heure, mais on oublie souvent la définition de la stratégie. Et moi j'aime bien cette définition qui est de dire que la stratégie, c'est les moyens ou c'est ce qui permet de réussir à coup sûr, en fait.
Et donc, L'Oréal est une formidable école de stratégie puisque on réussit pas complètement à coup sûr, mais en tout cas, on réussit assez souvent. Et donc, j'ai passé quelques belles années en Allemagne, ensuite quelques belles années à Londres, à part la fois où Gilles m'a battu au squash, mais ça, c'est autre chose. On essaye de travailler ça chez le psy. Mais quelques années à Londres, où là, c'était l'Angleterre qui faisait du plus 10%. Et donc, c'était formidable parce qu'on pouvait tester des business models, retourner des marques. À l'époque, je m'occupais de la marque Kerastase, une belle marque de capillaires. Oui. Donc, on a tiré toute la marque vers le haut en prenant des risques de réduire par deux des forces de vente, d'augmenter les prix de 50%, mais avec un vrai, avec un vrai service qui allait en face. Donc ça, c'était Londres. Et puis ensuite, retour à Paris, retour au siège. Oui. Et puis, j'ai tellement aimé L'Oréal qu'à un moment, j'ai dit que j'allais essayer de voler de mes propres ailes. Donc, j'ai monté une première entreprise, toujours dans la cosmétique, une entreprise que j'appellerais d'innovation incrémentale. Donc, en fait, marketing, un peu de formulation de produits, toujours, voilà, mais il n'y avait pas de révolution vraiment d'innovation de rupture. Et puis ensuite, j'ai vendu les parts de cette entreprise à mon associé de l'époque. Et j'ai ensuite monté une deuxième entreprise où là, on est, ce que je fais actuellement, on est davantage dans une innovation de rupture où on a, on essaye de faire bouger les business models de l'industrie, de les adapter à la fois aux enjeux environnementaux, aux enjeux digitaux, avec de nouveaux types de données, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et donc voilà. Et puis en parallèle, pareil, on en reparlera tout à l'heure, mais effectivement, voilà, j'essaye de passer un peu de temps sur des sujets d'écriture, sur des sujets de politique au sens quelle est la place du citoyen dans la société et voilà. Mais donc c'est à peu près ça l'histoire. Je suis marié, j'ai 3 enfants, une fille et 2 fils et voilà, formidable. Et aujourd'hui j'ai un pied à Paris et un pied en Auvergne. J'en parle parce que le côté citadin est important, le côté rural est tout aussi important. D'avoir les pieds sur terre de pouvoir avoir les pieds sur terre est une vraie chance. Super, super. Merci beaucoup pour ça, Stan. Alors, on va continuer en te demandant un petit peu quel est le moteur? Qu'est-ce qui t'emmène à faire ce que tu fais? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon, en fait, ou qu'est-ce que toi tu en tires comme leçon de toute cette expérience que tu as eue et de toutes ces étapes que tu as connues? Alors, comme tu disais tout à l'heure, non, moi j'aime bien. Alors c'est à la fois j'aime pas l'expression, mais ça dit quand même clairement les choses. J'aime bien faire bouger les lignes. Ça m'amuse vraiment. Même si ça peut parfois surprendre, parfois être un peu perçu comme de la provocation, etc. Mais j'aime bien. J'aime pas. Donc ça, c'est en positif. En négatif, j'aime pas complètement les trucs injustes. Donc soit tu vois les positions acquises injustes, soit j'aime pas ça en fait. Je pense que c'est aussi ce qui me motive à faire bouger les lignes parfois pour essayer de rééquilibrer les choses. Et donc ça, je dirais que c'est un driver tôt et là il faut les mettre en place, quoi. Donc donc je dirais faire bouger les lignes, innover et puis 3, je dirais un peu comme tout français, mais je suis assez conceptuel, donc j'aime bien les idées et je pense que quand on combine le fait de faire bouger les lignes, d'innover, on arrive peut-être à trouver des cadres qui sont qui font d'une certaine manière avancer les choses. Alors, quand on parle de faire bouger les lignes,
il y a une chose dont je suis curieuse. Tu as beaucoup travaillé sur les différents types de peau à mélanine. Ouais. Et en matière de cosmétiques, c'est vrai que c'est un vrai sujet parce que moi, je constate qu'aujourd'hui, beaucoup de marques proposent des produits de beauté pour des peaux à mélanine, mais que peut-être la recherche n'est pas suffisamment bien faite et donc les produits qui sont proposés ne sont pas toujours adaptés. Est-ce que dans ta recherche, tu, tu, euh, tu as trouvé des réponses ou des causes à cela? Alors, je dirais que c'est une des motivations d'avoir monté la marque Wired Beauty, et avec la conviction que certaines études cliniques dont on dit qu'elles sont inclusives, quand on a monté la société, une des premières employées était une jeune femme qui était rousse, donc la peau archi sensible. Et Elodie, en l'occurrence, est allée s'inscrire dans une étude clinique, quoi. Et puis on lui a dit, écoutez, vous ne remplissez pas les critères d'inclusion. Ah. Donc c'était intéressant, c'était un petit signal faible, mais on avait cette intuition-là. Et en fait, on est aujourd'hui convaincu que la combinaison des technologies innovantes et des enjeux d'inclusion vont permettre de comprendre la peau différemment et les différentes peaux différemment et de répondre aussi à un enjeu de business model fait que voilà, aujourd'hui personne à moins, tu vois, de raconter des histoires marketing et tout ça, mais personne ne peut te donner une crème 100% sur mesure à un coût qui soit raisonnable. Donc, le vrai sujet est, de mieux comprendre la peau. Donc, typiquement, nous, tu vois, le capteur qu'on a développé, qui est un capteur qu'on a développé avec les hôpitaux de Paris et avec une société basée à Toulouse qui s'appelle Kima, et avec au sein de Kima deux acteurs vraiment importants qui sont Nicolas et William. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les peaux caucasiennes, les peaux asiatiques, les peaux riches en mélanine, effectivement, je dirais nativement, naturellement, n'ont pas les mêmes caractéristiques. Ce qui s'explique, mais il faut pouvoir le mesurer. Et l'outil de mesure, c'est pour ça que je me dis que tu vois, le progrès est quelque chose qui va nous permettre de développer des solutions plus personnalisées. L'outil de mesure, tu vois, que j'ai là, c'est le capteur, et cet outil de mesure, en fait, il permet de mesurer en laboratoire et dans la vraie vie les caractéristiques de la peau et la manière dont la peau réagit aux différentes crèmes, et donc de personnaliser et l'efficacité des ingrédients et l'efficacité des routines en fonction et du type de peau et du type de, tu vois, de mode de vie, d'exposition à la pollution, d'exposition au soleil, et voilà. Et donc, on arrive et aux agressions, c'est-à-dire que et aux pathologies, c'est-à-dire que la grosse tendance dans l'industrie dermocosmétique aujourd'hui, c'est de réinvestir dans la science pour mieux comprendre, étape 1, et ensuite mieux trouver les solutions. Et donc, nous, notre technologie permet de mieux comprendre et également, pour là rentrer dans une partie un peu plus business, de mieux adapter les modèles de développement de produits et de solutions. Aujourd'hui, les modèles de développement sont très en silo et on se rend compte que on arrive à développer beaucoup plus rapidement à un coût moindre des solutions plus personnalisées si on fonctionne par typologie de type de peau, par typologie de géographie, par typologie de type de pathologie, donc dermatite atopique, acné et tout ça. Et donc, les fonctionnements digitaux permettent d'aller beaucoup plus vite et de récupérer des données sur des bases beaucoup plus larges. L'objectif étant que toi, ta peau, je vais peut-être pas pouvoir développer une crème 100% sur mesure,
mais je vais pouvoir développer une crème qui aura été testée par des gens qui ont un type de peau que tu pourras valider étant le plus similaire au tien. D'accord. D'accord. C'est clair? Ça, c'est génial. Et c'est absolument génial parce qu'on en a vraiment besoin. Est-ce que il y a un côté, est-ce que l'aspect culturel entre en jeu également là-dedans ou pas du tout? Là, c'est vraiment purement scientifique. Alors, c'est à la fois l'aspect culturel, je ne sais pas, mais c'est très scientifique. Il y a une autre dimension qui rentre en compte, c'est mais là je dirais que ça peut être culturel. Tu vois, si je prends par exemple la manière dont en Corée tu utilises les produits et donc ça c'est une culture, je dirais une culture de routine beauté. Effectivement, la manière dont nous on fait ces études cliniques, on essaye de combiner ce qu'on appelle la performance et la perception. Donc, il y a à la fois la performance de la crème et ensuite il y a la perception qui est un élément important qui dépend de quand tu appliques la crème, le matin, le soir, est-ce que tu la laisses poser la nuit. Et donc, tu as effectivement différents facteurs qui rentrent en ligne de compte. On parle de l'exposome, par exemple, hein, qui est effectivement, est-ce que je suis en environnement rural ou en environnement urbain, très pollué, très exposé au soleil. Et donc, cette combinaison, et puis je ne parle même pas tu vois, des facteurs intrinsèques, endogènes, la manière dont je dors. Donc, tout ça, ce sont des nouveaux univers de recherche, de données qui vont, je dirais, il y a des produits qui commencent à arriver, mais c'est encore assez lent. Mais il y a beaucoup de produits qui vont arriver et qui vont être fondés sur des preuves beaucoup plus robustes et beaucoup plus personnalisées. Et donc ça, c'est vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre et on va découvrir de nouveaux. C'est pour ça que je pense que c'est disons, je suis convaincu que c'est intéressant de fonctionner par typologie de peau. C'est-à-dire qu'on va voir, on va comprendre des cinétiques de fonctionnement de peau mélanine rich qui sont pas les mêmes que les cinétiques de fonctionnement des peaux caucasiennes ou asiatiques. Et donc, ça va forcément amener à trouver des solutions plus adaptées. Super. C'est super intéressant, vraiment. Moi, ce que j'ai envie de te demander, dans toute cette expérience que tu as eue au fil des années, est-ce qu'il y a quelque chose, une anecdote, quelque chose que tu aimerais nous raconter? Quelque chose qui t'a marqué ou quelque chose de drôle? Écoute, dans les anecdotes, je réfléchis pendant que tu. Non, dans les anecdotes qui m'ont marqué, et je m'en souviens très, très souvent, parce que c'est quand même. Non, quand j'étais en Allemagne chez L'Oréal, en fait, j'ai fait un stage de vente à Dresde, qui était, à l'occurrence, c'était un peu après la chute du mur, donc c'était en Allemagne, en ex-RDA. Et donc, c'est plus tu vois, une petite aventure humaine de lier le business et la découverte tu évoquais tout à l'heure les cultures. La découverte, tu vois, je vois encore cette rue et cette rue qui était, voilà, qui le Dresde d'aujourd'hui et le Dresde d'il y a quelques années n'a rien à voir. Et je me vois le français rentrant. Tu vois, j'étais la double aberration, entre guillemets, la double surprise. J'étais le L'Oréal qui arrivait chez un coiffeur voilà, j'arrivais de l'Ouest et voilà. Et deuxièmement, j'étais le Français qui arrivait dans chez un coiffeur. Donc ça, c'est des très bons souvenirs de mélange de business et de culture et tu vois, de l'esprit. C'est franchement remarquable ce que font les entrepreneurs pionniers parce que on ouvre des frontières et donc voilà, c'est ce qui fait que le business n'est pas que le business, quoi. C'est bien autre chose. Absolument, absolument. Si tu devais qualifier ta marque, ce qui te représente,
en termes de, disons, your brand, comme on dit en anglais. Qu'est-ce que tu dirais? Alors, euh, euh, alors, Wired Beauty, je dirais que tu vois, c'est et pareil, le mot est à la fois très galvaudé et tout ça, mais c'est vraiment une petite marque disruptive en fait, tu vois. C'est, euh, on n'a rien cédé à la vision qu'on avait au début. Euh, Malgré les hauts et les bas qui sont liés à tout entrepreneuriat, on n'a jamais rien cédé. Donc, on est une petite marque disruptive euh, et donc euh, je pense que c'est un des éléments déterminants. Ensuite, ce que je pourrais évoquer à propos de ma marque, euh, c'est de manière anecdotique, et là, tu me demandais une anecdote drôle tout à l'heure, mais on a eu une grosse bagarre avec un grand groupe de cosmétiques sur une de nos marques, euh, et, 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 et la marque dit beaucoup, en fait. Et, et moi, la motivation profonde que j'ai dans cette marque, c'est d'impliquer différemment, tu vois, ta réaction tout à l'heure me faisait plaisir, c'est d'impliquer différemment, pas simplement en fin de ligne, si je peux dire, tu vois, le consommateur ou l'utilisateur, quand il est sur le comptoir du grand magasin ou dans le supermarché ou dans la pharmacie, de pas simplement l'impliquer en fin de ligne, mais de l'impliquer très tôt dans le process de développement. Oui. Et le procès qu'on a eu, en fait, c'était un procès là-dessus, au-delà de la marque. Et donc les marques, il faut, disons, une marque puissante a un vrai enjeu de sincérité. Et si elle n'est pas sincère, elle risque beaucoup. Et, et son manque de sincérité sera payé un jour et est le reflet probablement d'un biais. Et donc la marque, je parlais tout à l'heure de L'Oréal, qui est très conscient de la puissance de ses marques, à juste titre, mais c'est plus de devoir que de droit et c'est un actif qui mérite d'être alors pas autant respecté qu'une personne parce que c'est un actif immatériel, mais c'est vraiment 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 fondamental et je vais même pousser plus loin la chose, hein, c'est-à-dire que la marque Wired Beauty est la marque sur laquelle on a eu le procès. Euh, Moi, ce qui me motive, c'est qu'il y a il y a une vision qui est plus générale que le seul sujet de la dermocosmétique dont on parle. C'est-à-dire que j'étais à une conférence juste avant qu'on parle maintenant ce soir. Là, j'étais à une conférence sur le pouvoir pour tous. Il y a un vrai sujet d'implication des citoyens à travers le monde dans les logiques d'écosystèmes politiques. Plus ou moins démocratique, plus ou moins, mais il y a un vrai sujet d'implication citoyenne et la technologie doit être à ce service, sinon on perdra le jeu. Hein. Génial. La puissance de la marque, c'est ça que je retiens, à la fois la puissance de la marque, mais aussi son authenticité, et j'allais dire presque son éthique, Ouais. sinon on la perd. Ouais. Vraiment très intéressant. Je fais une petite pause pour dire à nos auditeurs anglophones de se manifester. If there are any English speaking friends with us, if you need translation, please just put a written message and I will translate. If I don't hear from you, I will continue in French for the interview. But if you do require translation, please let me know. Thank you. Stan, qu'est-ce que... Alors, tu as beaucoup voyagé, tu as beaucoup eu à parler, j'imagine, à des auditoires différents dans le cadre de tes fonctions. Tu as eu à souvent prendre la parole. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil? Un ou deux conseils pour prendre la parole? Comment tu te prépares quand tu prends la parole? Alors,
je vais être très prudent de donner le moins de conseils devant toi et voilà. Ceci étant dit, je vais illustrer peut-être par un souvenir que j'ai, et c'est quand même souvent les souvenirs. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas du tout un aussi bon speaker, bien sûr, que vous, et j'apprends à chaque fois quand je regarde Gilles, charismatique. J'en parlais avec un de mes fils tout à l'heure. Voilà, c'est un sujet fondamental. Deux, c'est pas donné à tout le monde, mais on peut tous progresser. Voilà. Donc moi, je vais plus partager, non pas la technique, mais une bonne expérience qui me donne confiance, parce que c'est beaucoup un sujet de confiance, la prise en parole. Ça se travaille, et le paradoxe, c'est que plus on a confiance, plus on travaille. Et donc, moi, j'étais mon dernier job chez L'Oréal, je m'occupais de plusieurs pays d'Europe de l'Ouest, et on m'a demandé de prendre la parole, pas longtemps avant, dans un énorme amphithéâtre, lancement à Deauville, devant toute la force de vente France. Il y a des barons, donc c'était franchement, les gars me connaissaient pas, c'était quand même très casse-gueule, quoi. Et le lancement, ce qui était doublement casse-gueule, c'est que le lancement avait été fait en Allemagne avant. Donc je revenais, moi, d'un lancement en Allemagne. Par définition, l'Allemagne, pour la France, c'était un petit pays, challenger. Et donc, je me souviens avoir préparé un peu avant, mais surtout avoir pris le feeling de la salle, en fait. Et je me souviens être en haut dans les gradins, là-haut, et sentir la salle, me mettre mes 3 idées en tête, et me dire, voilà, c'est comme ça que tu retournes le truc, et tu la joues à la fois humble, convaincu, et tu donnes tout. Et donc, je pense que on ne fait pas le même speech aux mêmes personnes dans le même endroit, etc. Et donc, tu vois, pour pas, tu vois, la manière dont Gilles parle de respiration, etc., c'est fondamental, et c'est vraiment du training, et on ne prend jamais assez de temps pour faire ça, et c'est une erreur et tout ça. Mais pour partager, moi, cette expérience personnelle, c'est qu'il faut sentir la salle avant, soi-même se dire qu'on va tout donner, et faire simple, avoir les 3 messages importants, et savoir que quoi qu'il arrive, on aura passé ces messages-là. Et franchement, ensuite, je pense qu'une des forces d'une boîte comme L'Oréal, c'est ils ont toujours testé la qualité des managers sur la manière dont ils s'exprimaient sur scène, en fait. Leur capacité à emmener les gens, ce que certains appellent le charisme, etc. Et ça m'a, en fait, j'ai gagné un respect fou avec ça. Donc, ça veut dire qu'il y avait peut-être un petit truc, mais il y a quand même, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut avoir envie de donner beaucoup aux gens auxquels on parle, et à ce moment-là, en général, ça se passe quand même pas mal. Absolument. En fait, ce que tu nous dis, c'est que tu étais toi-même, tu étais authentique, tu as écouté ton instinct, et tu y es allé, et tu as dit quelque chose d'extrêmement fort. Tu as dit, j'ai tout donné. Ouais, j'ai tout donné, ça je m'en souviens. Et ça, c'est vraiment, oui, c'est une des clés d'une prise de parole réussie, c'est qu'on est à 1000% là pour ta salle, et que, oui, sentir la salle et tout donner, c'est extrêmement puissant, effectivement. Merci pour ce partage qui, moi, confirme à nouveau que c'est vraiment quelque chose de très, très fort. Petite question, excuse-moi, je renverse. Tu es d'accord avec le fait que je n'avais pas forcément pensé, le fait de sentir la salle avant, pour se dire c'est pas exactement la même manière dont on va donner le même contenu en fonction de la salle, c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est très, très vrai, puisque c'est connaître ton auditoire, en fait, qui est vraiment une des clés de la prise de parole, savoir à qui tu parles.
Ouais, absolument. Non, non, mais intéressant. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Alors, Merci pour le partage de ce souvenir. Euh, alors, on a des auditeurs un peu partout dans le monde, hein. Il y en a en Asie, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, enfin en Amérique. Pour ceux qui aimeraient suivre un cursus, je vais dire, similaire au tien, qu'est-ce que tu leur conseillerais? euh, alors, je pense que les grandes boîtes sont une vraiment très bonne école. Euh, et euh, le seul truc, c'est qu'il faut avoir quand même, il y a une dose de chance, hein, et, 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 et de rencontres. Mhm. Et donc ça, euh, et de patience et de confiance. C'est-à-dire que aujourd'hui, on dit les gens vont avoir 11 boulots différents dans leur vie et tout ça. C'est à la fois cool, mais, euh, mais je pense qu'il y a quand même ça se mérite, quoi. Et c'est quand même une très bonne école. Donc je dirais, moi je ne serais pas ce que je suis. Euh, euh, et techniquement, je veux dire, et humainement sans L'Oréal, ça c'est évident, évident. Mhm. Grande boîte, ça a quand même du bon euh, et du moins bon, hein. C'est-à-dire qu'une mauvaise grande boîte broie. Donc voilà, hein, les grandes boîtes, c'est quand même vraiment une bonne formation. Et accessoirement, c'est une ouverture à l'international, aux différentes cultures hors du Mhm. commun. Donc ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner. Ensuite, euh, euh, pour se connaître soi-même profondément, euh, euh, je dirais que de faire soi-même, c'est quand même formidable, quoi. Et, euh, et, euh, et, euh, et faire, je dirais qu'il faut avant tout chercher à faire. Voilà. Je dis ça avec humilité, hein, mais je pense que tant qu'on ne fait pas, on passe à côté du truc. Et ça faire dans une grande boîte, vraiment, il y a un petit facteur chance, il y a un petit, voilà. Dans une plus petite boîte, on est sûr de faire et on est sûr de mal faire aussi. Mais Oui. si on fait bien, c'est très structurant. Voilà. C'est très structurant et ça met du temps. Donc, faire met du temps, apprendre met du temps. Et donc, je dirais, et je rajouterai ensuite un élément, mais je dirais que la combinaison de faire et de prendre le temps, alors c'est un peu, tu vois, c'est un peu un contre-courant du truc, hein, mais quand même, je pense que j'ai pas complètement tort. Et ensuite, je dirais qu'une des conditions quand même, c'est de se libérer des différentes addictions qu'on peut avoir, dont bien sûr le téléphone. Et donc, il faut quand même construire un peu sa liberté, hein. Et ça, c'est de plus en plus compliqué. Mais je pense que si on veut être bon pour son environnement et pour soi-même et progresser, je suis même convaincu que ça passe par ce que j'évoquais, faire prendre le temps, et puis je l'exprimerai un peu différemment, le truc du téléphone, mais il faut accepter je vais l'exprimer de manière un peu autre, mais de se couper certaines parties du sacrifice et du courage pour dire non à certaines choses et faire des choix, quoi. Il faut un peu de courage quand même pour y aller, un peu de risque, un peu de. Mais donc, voilà. Ensuite, pour être plus concret, je suis archi optimiste sur à la fois la violence du monde qui nous entoure, mais on est obligé, très sincèrement, je pense qu'on est obligé de passer par là, Ouais. et archi optimiste sur le monde qui se construit. Il y a des nouveaux modèles qui se mettent en place. Le seul truc, c'est que sincèrement, tu vois, je faisais allusion à cette conférence tout à l'heure à laquelle j'étais, et je me suis dit, je vais aussi y aller parce que peut-être que j'aurai des trucs à partager ensemble. Euh, euh, ça manquait de faire. C'est-à-dire que quand on dit
le citoyen joue un rôle important, l'entrepreneur joue un rôle important. Il faut faire, Oui. il faut se relever les manches, il faut faire. Il n'y a que comme ça qu'on s'assurera que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est ce qu'ont fait les générations précédentes, hein, avec voilà, rien de ce qu'on fait n'est parfait, on fait des erreurs, mais de pas faire. Ce que je veux dire, c'est que on critique les générations précédentes parce qu'elles ont pollué et tout ça, mais il y a des avancées phénoménales. Donc on aurait pu rester comme au début du XXe siècle. Je ne sais pas si ça serait tellement plus folichon. Donc il faut faire des erreurs et, et puis, mais on en reviendra tout à l'heure, on y reviendra tout à l'heure aussi peut-être, mais voilà ce que je dirais. Je pense que le faire est fondamental, fondamental. L'action. Ouais, il faut pas. L'action est au centre de tout. Ouais, il faut faire, il faut agir, il faut construire. Génial. Génial. Alors, tu es un multi-entrepreneur, on va dire, et tout à l'heure, j'ai mentionné que tu as publié, je crois, 1 ou 2 ouvrages. Est-ce que tu as envie de nous en parler? Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. Je suis très content d'en parler. Je n'en parle pas beaucoup parce que je n'ai pas le temps et que comme j'imagine, parce que je suis un tout petit écrivain, mais ça m'a fait beaucoup de bien aussi à titre personnel d'écrire tout ça. Tu vois, une recommandation que je ferais, je sais pas, tu écris toi ou pas? J'écris en tant que journaliste, je fais des chroniques, des choses comme ça. J'ai envie de me lancer plus, mais j'avoue que je n'ai pas encore pris la discipline par rapport au temps, la discipline de prendre le temps d'écrire. Ouais, non, mais j'en parle parce que avant le fond, la forme, le fait d'écrire est formidable, et en tant que journaliste, tu le sais, mais cette discipline on a quand même des hauts et des bas dans nos Oui. vies, et on voit que le cercle vertueux du bas, on peut le corriger, et ça fait partie des trucs pour le corriger, l'écriture, en tout cas en ce qui me concerne. Et donc, effectivement, j'ai écrit. Alors, je vais le dire en français et en anglais, parce que je suis content du titre en anglais, mais c'est La métaphore de la haie. Et Oui. donc, en anglais, c'est Living on the Hedge. Oui. H entre parenthèses. Oui. Et en fait, donc, la métaphore de la haie, l'idée de l'écriture est venue à la fois de réflexion personnelle et d'un échange avec un docteur en écologie qui a fait tout un travail sur la haie. Okay. Et à travers disons, dans les pays à forte intensité agricole, la deuxième partie du XXe siècle a été marquée par une forte intensification des espaces, et on a beaucoup supprimé des haies pour avoir plus de productivité. Okay. Sauf que les haies, en fait, sont des écosystèmes de richesse en termes de biodiversité irremplaçable, que les haies, en plus d'être un écosystème autonome, nourrissent et protègent les écosystèmes des deux côtés, de part et d'autre. Et donc, je me suis dit que, et je ne sais pas si on peut le souhaiter ou pas, mais le monde a été très fortement globalisé. On voit qu'aujourd'hui, ça a tendance à un peu se mettre en petits blocs. Donc, je me suis dit, voilà, et je dis les petits blocs, c'est à la fois au sein des sociétés et entre sociétés. Hein. Donc, je dis que je considère que ça, c'est it's a fact. On peut se battre contre, mais tout comme se battre contre la mondialisation et l'intensification n'était pas simple, aujourd'hui, se battre contre, pour le meilleur, la quête de conserver ses racines pour certaines civilisations ou cultures, ou pour le pire, par le fait de créer des murs, malheureusement, on va essayer de se battre, mais je ne sais pas si on va complètement y arriver. Et donc, je me suis dit que peut-être, contre mauvaise fortune, bon cœur, il fallait réfléchir, et en l'occurrence, pour l'agriculture, c'est pour le meilleur, puisque en France, on est en train de... Il y a même eu, à la suite, pas du tout lié au bouquin, j'y suis pour rien, mais
le ministère de l'Agriculture a mis en place tout un programme de replanter des et donc je me suis dit réfléchissons à comment créer des espaces de dialogue entre ces espaces, ces domaines qui sont en train de se reséparer. Or, ils se reséparent. On croit en nos identités, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes convictions, mais au lieu de se séparer complètement, travaillons à créer des espaces d'interaction qui seront des espaces autonomes, riches, et qui seront des espaces qui pourront converser avec les différentes parties. Et donc, la métaphore de la haie, c'est ça. Ce qui n'est pas toujours évident à comprendre, c'est qu'en fait, ça peut être perçu comme la volonté de remettre des limites. Or, c'est pas ça. C'est pas que ça. Même si de bien définir les concepts, de bien définir les réalités est probablement un atout. Tu vois, la massification n'a pas que du bon, l'unification n'a pas que du bon, la distinction, le respect des individualités, des spécificités est également très positive. Il faut juste qu'il y ait une dose de respect, d'amour qui interface. Et la métaphore de la haie, c'est ça. Super. Et ce livre est déjà publié ou il va être publié? Oui, il est publié. On peut l'avoir sur Internet. Ouais. Ouais. Super. Super. Et le second? Et le second, en fait, c'est alors beaucoup plus étendu. Le premier est fondé uniquement sur la métaphore de la haie. Donc, c'est plus une petite fresque agro, bio, écolo, tu vois. Et le deuxième est plus sur la manière dont on pourrait imaginer des haies sur différentes thématiques géopolitiques, sociologiques, économiques, voilà, culturelles. Et puis avec donc le deuxième est un peu plus philosophico-politico et vise à emmener et à creuser également dans différentes cultures le rôle que la limite a pu avoir à travers les âges et essayer de manière pragmatique de voir comment est-ce qu'on pourrait reconstruire cela. Et donc, il touche beaucoup plus de sujets. Et ce qui est amusant, alors par définition, quand tu écris, quand tu essayes tu te mets une théorie en tête, ensuite tu vois que ça. Ceci étant dit, une fois qu'on se dit que la limite et la haie est pas un mur, mais que c'est quelque chose qui accepte de faire passer, on arrive à identifier dans la vie des espaces qui peuvent jouer ce rôle-là. Et donc, le livre illustre tout ça, et avec une conviction, alors là, très personnelle, et puis je vais passer un peu pour une fleur bleue, mais avec la conviction très personnelle que la seule illimite est l'amour, en fait. Et donc, voilà, j'ai la naïveté de croire que malgré tout, il existe certaines dimensions où il n'y a pas besoin voilà, où il faut refuser la limite. Écoute, ça te ressemble bien. Ça te ressemble bien et je dirais presque, heureusement qu'il y a encore des personnes comme toi, comme nous, qui croient que l'amour est vraiment important parce que c'est quelque chose dont notre monde a besoin, c'est ma conviction. Et donc, je te comprends parfaitement dans ce que tu dis. Et juste pour prolonger, parce que c'est, alors par définition, une fois de plus, hein, avec une humilité totale, quand tu écris quelque chose, tu as ça en tête et donc tu vois partout, etc. Mais c'est quand même assez marrant que, et quand je dis marrant, c'est qu'un livre, la conférence, c'était donc un livre sur le pouvoir. Hein, et c'est vraiment toute la tendance aujourd'hui, tu vois, de
des sociétés, des entreprises à impact, où tu veux changer la société, et c'est formidable, hein, en déconstruisant le truc, etc. C'est 1 heure et demie de conférence, et franchement, c'est quelqu'un qui est à Harvard et tout ça, donc c'est brillant, et il n'y a pas une seule fois le mot amour qui a été cité, tu vois. C'est quand même or, c'est probablement un des éléments qui doit, tu vois, même quand on demande aux gens ce qu'ils recherchent, ce qui fait, ce qui te rend heureux ou malheureux fondamentalement, c'est ça. Donc voilà, je pense qu'il faut pas hésiter à répéter, dire les choses, et donc c'est pour ça que ça forge des convictions aussi, voilà. Génial, génial. Écoute, Stan, on arrive tout doucement vers la fin de cette conversation. On dit que les bonnes choses ont toujours une fin. Moi, j'ai encore 2 questions à te poser, ou en tout cas au moins 2. La première, c'est que bon, quand je te parle, quand je te vois, quand je pense à Stan, et ça fait très longtemps qu'on se connaît. On a vécu à Düsseldorf, on a vécu à Londres. Il y a un lien d'amitié familiale entre nous aussi. Donc, je vois un passionné dans tout ce que tu fais. Il y a vraiment, tu t'investis à 1000%. Si tu devais donner un conseil à Stan plus jeune, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Sincèrement, je vais dire Joker, pas du tout pour pas répondre, mais parce que je suis trop dedans, tu vois. Non, mais tu vois, on construit quelque chose, on construit notre vie. Aujourd'hui, tu vois, alors, pour répondre à ta question quand même, je dirais in progress, tu vois. In progress, j'adore. Voilà. In progress. Ce qui veut dire qu'en fait, tu prendrais le même et tu recommencerais Ouais, quelque part. on peut ça, mais sincèrement, ouais, in progress, quoi. Et j'y crois en plus, j'y crois à fond. Et le seul truc, tu vois, si je devais dire, c'est pour ça que le in progress est quand même important parce que ça montre il y a une étude qui est sortie là dans le Financial Times la semaine dernière. Désolé, c'est une petite note un peu tristounette, mais sur l'état de santé mentale des adolescents dans le monde occidental. Et tu as envie de dire in progress, c'est-à-dire qu'il faut vraiment donner envie de construire sa vie et de dire que c'est non-stop in progress. Et puis pour ceux qui croient à quelque chose après, encore in progress non-stop, non-stop. Mais sinon, c'est non-stop. Non, je pense que voilà, c'est une question difficile que tu poses, mais comme ça que c'est vrai, voilà. J'allais pas te poser que des questions faciles, hein. Non, non. Mais en tout cas, merci pour cette réponse, hein, in progress. Et si je te demandais qu'est-ce que en anglais on dit what's on the horizon for you? Qu'est-ce que tu projettes? Est-ce qu'il y a des choses que tu projettes dont tu voudrais nous parler ou pas? C'est vraiment la question libre. Ouais. Il faut vraiment qu'on arrive en tant que citoyen, à s'impliquer, ouais. Et c'est ça, moi, mon sujet. Au-delà des sujets, tu vois, il y a les sujets de business où on a devant nous des enjeux de partenariat, d'aller un peu plus vite dans le développement de la boîte. Donc, on a des sujets et techno et de stratégie dans la boîte, sans rien renier de ce qu'on fait, mais est-ce qu'on accélère? Quel est le bon moment? C'est quand même
l'entreprise, vous savez ça mieux que moi, mais et c'est peut-être un peu la vie aussi, mais c'est être au bon moment, au bon endroit. Et donc, le bon moment, le bon endroit, il faut pour ça beaucoup de patience, donc gérer le temps, gérer les ressources en fonction du temps. Et donc, on a des questions stratégiques et la chance de la qualité des gens autour de moi est gigantesque. Donc on va résoudre ça avec des vrais what's next en termes de business. Tu vois, moi, je crois beaucoup, je suis un fan, vraiment un gros fan du Web3. Donc, tout ce qui est blockchain, tout ça, pas du tout d'un côté spéculatif et tout, hein, mais la puissance de ces technologies, j'y crois énormément. C'est ce qui fait le lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'action, davantage impliquer le consommateur, davantage impliquer le citoyen. C'est pour ça que je suis allé à cette conférence tout à l'heure aussi. Les enjeux de pouvoir sont gigantesques, et je dis ça sans naïveté. Mais donc, what's next, c'est vraiment et ça va changer, c'est évident. Le paradigme change radicalement. Donc, ça va se faire, et c'est drôle parce que ça va être la marque du 21e siècle. Il faut éviter que ça explose complètement dans tous les sens. Donc ça, il faut quand même faire très attention, très très attention. Même si, comme évoqué tout à l'heure, la petite violence qu'on voit tous partout, individuellement, collectivement, etc. Donc il faut faire très attention, mais donc il faut s'engager. Et comme je mettais à quelqu'un sur Twitter l'autre jour, en France, on a des gros débats aujourd'hui en disant est-ce que les électeurs sont écoutés, etc. Ça sert plus à ça ne suffit plus, ça ne sert plus à grand chose de voter. Ouais, ça ne suffit plus de voter. Il faut s'engager en tant que consommateur, en tant que citoyen, et ce qui se passe est formidable. Donc, what's next, c'est vraiment de continuer cette quête de rapprocher les énergies multiples, et la technologie est un levier très important. Il y a quelqu'un, il y a Ursula qui est d'accord, ça me fait plaisir, au moins une personne qui adore. Merci. Elle n'est pas la seule, elle n'est pas la seule. J'ai vu passer des 100% aussi. Super, super. Écoute, on arrive vraiment là à la fin de notre entretien, et j'aimerais te demander qu'est-ce que tu voudrais laisser comme message final ce soir à nos auditeurs? J'ai anticipé sur le truc, mais je crois vraiment, et franchement, c'est d'une naïveté confondante, mais ça m'a quand même marqué. Tu vois, je vais peut-être lui écrire à la jeune femme avec son livre. De parler de pouvoir et de pas parler d'amour, pour moi, c'est pas possible. Donc ça, c'est le premier truc que je dirais. Et une fois de plus, c'est à la fois très naïf, mais c'est peut-être ce qui nous sauvera tous in fine. Donc ça, j'assume la naïveté. Ensuite, non, peut-être une chose. Il y a quand même, une fois de plus, tu le sais, mais la vie d'entrepreneur est très violente, vraiment violente. Et, vraiment violente, vraiment violente. Juridiquement, tout, c'est vraiment. Et en fait, si tu es sincère, on arrive à faire. On peut faire confiance à l'intelligence des gens. En fait. Et donc, c'est à la fois, tu vois, un côté miroir où les gens sont quand même intelligents, et ils arrivent à lire dans ta sincérité ou pas. Et j'y crois. C'est quand même un gros message anti-violence. C'est-à-dire que on y arrive comme ça. Ensuite, il faut soi-même se connaître un peu et voir où est-ce qu'on est sincère, où est-ce qu'on n'est pas sincère. Mais si on est sincère, on arrive à susciter l'intelligence chez les gens en face. Et donc, c'est aussi une grosse dose d'espoir. Et puis ensuite, le dernier point que je mettrais, c'est que dans la mesure du possible, il faut si on peut, la meilleure manière de faire, c'est de prendre des risques et d'y aller. Hein,
vous êtes tous les deux un bon exemple. Et donc, voilà, je mettrai l'accent sur l'intelligence des gens avec lesquels on. Ah Ça oui, fait aussi une petite autosélection parce que voilà, on peut pas s'entendre avec tout le monde, c'est la vie. Mais, tout à fait. voilà, c'est un bon critère et c'est une vraie note d'espoir pour les entrepreneurs euh, aussi. Anne, merci infiniment pour cet entretien, pour toutes ces choses vraiment passionnantes que tu as bien voulu partager avec nous. Euh, on arrive donc maintenant vraiment à la fin de l'entretien. Je voudrais te dire merci au nom d'Acosphère, de Gilles, de moi-même et de nos auditeurs. Merci à vous tous, nos auditeurs, qui êtes restés avec nous aujourd'hui. Je vous dis à bientôt dans 2 semaines. Et puis, Stan, je te souhaite plein de succès, plein de bonnes choses pour continuer ce que tu fais et bravo encore. Merci Nadia. Merci. Oui, un vrai plaisir. Merci beaucoup c'est génial. J'adore. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Bye bye. Bye bye. Bye.